Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'LCI. Tout à fait. Et on va parler avec vous de ce que l'on peut trouver ou pas dans les rayons des éventuelles pénuries, notamment dans la perspective de la fin de cette année, du prix aussi. Mais un mot d'abord peut-être sur la situation des carburants. Parce que malgré une amélioration dans certaines régions, eh bien, on l'a vu ce matin encore dans nos reportages diffusés dans la matinale, certaines stations-service sont toujours à sec finalement. C'est ce que vous constatez sur votre réseau? Oui, il y en a encore. C'est long à retrouver la normalisation. Notamment l'essence sans plomb, c'est ça? Ça dépend des dépôts, ça dépend des régions. Il faut comprendre que pendant une crise comme celle-là, des stations-service de marques de distributeurs et même de pétroliers sont allés chercher leur carburant très loin parce que le dépôt d'à côté était fermé ou n'avait pas d'approvisionnement. Et donc, d'abord, ils ont acheté cher leur carburant et au moment où il baisse, ils n'ont pas le droit de le vendre à perte. Donc, ils sont trop chers, ils ne le vendent pas assez vite. Et puis, les raffineries, on pourrait avoir été libérées, ça ne re-remplit pas les dépôts au même rythme. Oui, pas toutes d'ailleurs, parce que 2 raffineries sont toujours bloquées par un mouvement social qui traîne en quelque sorte un peu en longueur et qui empêche le retour à la normale. Voilà, et puis en plus des stations-service comme les nôtres ont vécu aussi sur les stocks stratégiques. Et donc, ça veut dire que l'État a autorisé qu'on puise plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes dans les stocks stratégiques français. Et donc maintenant, il faut non seulement en avoir pour nos stations-service, mais il faut reconstituer ces stocks stratégiques en faisant en sorte de ne pas les racheter trop cher non plus, plutôt les acheter quand le cours sera bas. Donc je dirais qu'il y a encore pendant une semaine, 15 jours, des ajustements. Mais enfin bon, c'est pas si spectaculaire que ça. On voit à la télévision celles qui ne marchent pas. Mais aujourd'hui, par exemple, la progression des ventes de carburant dans les centres Leclerc, elle est plus de 4%. Donc ça veut dire que même s'il y a quelques stations qui sont fermées ou à qui il manque du produit, c'est pas impactant sur la disponibilité du produit de manière générale, quoi. Je le disais, donc 2 raffineries sont toujours bloquées, 2 raffineries de l'entreprise Total, qui a été, cette entreprise, cette multinationale française au cœur d'une polémique sur la taxation des super-profits. On vous a entendu sur ce sujet, vous dites taxer les super-profits, c'est démagogique en quelque sorte, ça ne marchera pas. Non, mais d'abord, Total ne fait pas particulièrement de profit sur la France. Et ensuite, il faut rappeler, parce que c'est incroyable, tout le monde imagine encore Total comme il y a 20 ans, une entreprise française. Total n'est plus une entreprise française. C'est ce que dit d'ailleurs son patron, Patrick Pouyanné, dans un entretien à l'Express. Il se pose d'ailleurs la question, peut-être maladroitement, d'investir encore sur le marché français. Oui, faudrait qu'on ait des discussions. Je trouve qu'ils sont maladroits, y compris dans leur communication sociale, puisque de toute façon, c'est une boîte qui paye pas mal, qui est dynamique. Il ne faut pas oublier que, vous vous rendez compte, c'était une boîte qui était en Birmanie. On leur a dit, pour des raisons humanitaires, de quitter la Birmanie. Ils sont partis en Iran. En Iran, comme la loi d'extraterritorialité américaine lui a imposé de se barrer de l'Iran. Ils foncent sur le permafrost russe. Et maintenant, il faut qu'ils partent de Russie. Il faut faire attention. Pour autant que Total n'est pas français, il y a encore des capitaux français. On a la chance d'avoir un patron français à la tête de cette boîte. Et le climat des affaires en France est-il bon pour les investisseurs? Juste pour dire, il y a des choses que Total fait pas bien, mais il faut faire attention de ne pas décaniller non plus les grandes boîtes françaises à l'international. Parce que là, pour le coup, pour faire de la décarbonation, pour aller dans le sens de l'investissement dans notre pays ou à l'étranger, c'est pas en dézinguant les boîtes avec qui on peut parler qu'on va y arriver, quoi. Donc qu'il a été maladroit. C'est mon concurrent, Total. Vous voyez, c'est mon fournisseur, c'est mon concurrent. J'ai pas intérêt à faire du lèche-botte, mais j'ai pas intérêt non plus à rentrer dans cette espèce de halali sur Total. D'autant qu'aujourd'hui, la préoccupation des groupes comme les nôtres, c'est de sortir du gasoil russe. Et donc, c'est aussi Total qui nous aide à sortir du gasoil russe. Faut comprendre ça. Pendant que lui va le faire, nous aussi, on va le faire avec lui, puisque c'est un de nos fournisseurs. C'est un fournisseur aussi de Système U, puisque nous achetons notre carburant avec l'enseigne Système U. Et donc, voilà, faut arrêter de faire de l'idéologie. Il faut arrêter de raisonner dans l'émotion. Il faut avoir de l'émotion, mais il faut construire le système de demain, quoi. On est dans l'action. Alors, Michel-Édouard Leclerc, on va parler d'un sujet qui préoccupe les Français, sans doute la préoccupation
préoccupation principale aujourd'hui des Français. Le pouvoir d'achat et ce niveau d'inflation qui ne cesse d'augmenter. En octobre, l'inflation s'est renforcée. Dans votre secteur de la grande distribution, on voit des hausses parfois très importantes, plus de 10%, en moyenne 9,35% sur un an au mois d'octobre de cette année, et des hausses sur certains produits, comme par exemple le poisson, on l'a vu encore dans un reportage sur la matinale d'LCI, avec des prix qui doublent, des prix au kilo qui doublent. Oui, je suis venu sur vos antennes depuis près de 8 mois pour dire l'inflation dans laquelle, cette période d'inflation durable dans laquelle on est rentré. Je vous rappelle que même dès la fin de l'année dernière, je demandais une commission d'enquête sur le coût des transports, le prix des conteneurs, le prix de l'énergie. Oui. Et tout le monde m'a pris un peu pour l'agité du marché. En fait, dans la réalité, vous avez vu que quand même, des boîtes ont réalisé de substantiels profits, donc ça veut dire que les conteneurs étaient disponibles, qu'ils ont été vendus. Et pourquoi aux États-Unis, il y a eu des commissions d'enquête, en France, il n'y en a pas eu. Donc, OK, on tire un trait sur l'année dernière. Il y a un groupe de travail qui s'est constitué. Ouais. Mais bon, vous voyez bien, quoi. C'est comme le Covid, ça arrive et on met du temps à se mettre à s'armer contre ce fléau pour les consommateurs, pour les salariés. Aujourd'hui, vous nous dites... On met du temps à s'armer contre l'inflation. Or, l'inflation... Vous nous dites que le gouvernement n'a pas pris encore la mesure... Non, je ne dis pas que le gouvernement, les entreprises non plus. Parce que l'inflation... C'est pas que le gouvernement, c'est ceux qui produisent, c'est ceux qui distribuent. Et en fait, si vous n'avez pas suffisamment négocié votre énergie, vos prix d'achat, vos contrats d'énergie, vos contrats de transport, vos contrats d'approvisionnement, en fait, vous recevez l'inflation des autres et puis vous demandez à l'aval, à la distribution, d'augmenter les prix. Mais vous voyez bien que si on ne s'attaque pas au fléau en amont, c'est foutu quand ça arrive en magasin. C'est pas Michel-Édouard Leclerc qui va négocier les transports de Danone ou de Mars, quoi. On va prendre un exemple très concret. C'est l'heure du petit déjeuner, Michel-Édouard Leclerc. On va prendre le prix du lait, qui a abondi de plus de 13% depuis un an. Et ce n'est pas fini, visiblement. Il faut s'attendre à quoi pour l'année prochaine? Plus 15%, plus 20%? Il ne faut pas prendre les produits un par un parce que les origines de l'inflation sont très différentes selon les produits. Il y a des choses qui sont structurelles, puis d'autres qui dépendent d'une conjoncture d'opportunité. Dans le cas il y a une inflation, elle va être à Noël de l'ordre, sur les biens de grande consommation, elle va être de l'ordre de 10%. D'accord ? On doit être dans les hypermarchés français, dans les cantines aussi, là où on mange, ça doit être de 8 à 9% actuellement. Nous, Centre Leclerc, nous retardons le plus possible la retransmission des hausses tarifaires de nos fournisseurs dans nos magasins. On a 2 points de retard par rapport à l'inflation. Vous le retardez volontairement dans une politique commerciale. Voilà, dans une politique commerciale, on prend sur nos marges, on retarde, on sait qu'on va y passer parce que nos propres comptes d'exploitation ne peuvent pas survivre si on ne transmet pas les hausses de nos fournisseurs. D'ailleurs, on ne sera peut-être pas livré si on ne les transmet pas. Et puis nous-mêmes, nous avons un quadruplement de la facture d'énergie, etc. Mais on essaye d'être le moins cher dans cette hausse générale. Vous avez lancé un bouclier anti-inflation, c'est comme ça que vous l'appelez, sur 230 produits. Est-ce que vous pourriez élargir ces références pour aider les Français ? En fait, on a fait ça pour avoir un marqueur de stabilité, une sorte d'assurance pour nos 18 millions de consommateurs. C'est en gros, si ces 230 produits représentent en fait des volumes très importants, ils sont les produits majeurs achetés par les consommateurs. Et donc, on leur garantit, pour qu'ils le voient bien, qu'il y a un tronc, il y a un groupe de rayons. Voilà, c'est un marqueur de stabilité. On avait fait ça pendant le Covid avec les masques, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec les autotests, avec des produits, des kits d'hygiène, avec des repas étudiants. C'est juste que quand tout flambe inégalement et que tous les prix dans les rayons bougent, c'est très important de témoigner d'une volonté de lutter contre l'inflation à travers un groupe d'articles. Si vous bloquez certains prix... On ne les bloque pas, on s'engage à compenser les hausses, d'accord ? Donc, il faut qu'on en ait la visibilité nous-mêmes, parce que ce n'est pas un puits sans fond, un magasin. Donc, on a pris ces articles-là, on s'engage sur un certain nombre de périodes, et les consommateurs peuvent acheter quasiment à l'aveugle. Ils savent que si ça augmente, on compensera par du ticket Leclerc et autres. Ça, c'est un engagement d'enseigne. Beaucoup d'enseignes de distribution
ont inventé des mécanismes, les uns à travers des promotions, les autres avec des prix bloqués. On reviendra sur les promotions, justement, dans un instant. Mais je veux témoigner de ce que, si les prix en France ont augmenté moins qu'en Allemagne ou en Belgique, c'est que la distribution française est très concurrentielle, elle est pleine d'initiatives, les indépendants notamment, Leclerc, Système U, Intermarché, mais même Carrefour est revenu dans la bataille des prix. On voit Lidl et Aldi ont pris une place prépondérante. Et d'ailleurs, les 3 enseignes, les 4 enseignes qui augmentent leurs ventes aujourd'hui et qui tirent la croissance, c'est, je nous cite aussi, c'est Leclerc, Aldi, Lidl et Hyper U. Nous sommes les moins chers. Inégalement les moins chers, mais nous sommes les moins chers. Et en fait, là où, jusqu'à l'année dernière, vous entendiez ici, partout, des syndicats professionnels dire « Leclerc, il n'y a que le prix, vous cassez les prix, etc. » Aujourd'hui, tous ces gens-là sont obligés de se taire parce que, véritablement, aujourd'hui, les consommateurs recherchent ces prix bas. Et ils le recherchent à travers leur enseigne, mais à travers aussi la composition de leur panier. Et ça, c'est très flagrant, quoi. Jamais les premiers prix n'ont été autant vendus en France. Le discount, le hard discount, en clair, marche très bien, à la différence du marché du bio, par exemple, avec quelques enseignes qui sont obligées de tirer le rideau. Vous êtes, et vous nous l'avez dit, un acteur historique du combat contre la vie chère, en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez, arrêtez Michel-Édouard Leclerc, de référencer certains produits dans vos rayons parce que vous estimez que les fournisseurs, les acteurs du secteur agroalimentaire ne jouent pas le jeu et proposent des prix trop élevés? Oui, alors, il n'y a pas de raison de parler que de l'agroalimentaire, d'accord? Parce que sur tous les plateaux de télé, vu le lobby de l'agroalimentaire, on ne m'interroge que sur l'alimentaire. Mais on parle aussi d'équipement de la maison, on parle aussi de la bagnole, on parle aussi de l'équipement du foyer. Le télétravail a créé de nouveaux besoins aussi à la maison pour travailler, donc le multimédia. Donc c'est tout ça qu'il faut gérer dans le budget des ménages. Aujourd'hui, vous avez... Le loyer a été bloqué, mais le prix de la voiture et l'utilisation de la voiture augmente. L'alimentaire augmente, mais aussi tout ce qui est non alimentaire. Alors, déréférencer des produits de vos rayons pour faire pression sur vos fournisseurs. Oui. Ça se fait en Allemagne, par exemple. Est-ce que vous pourriez le faire en France? Oui, le moins possible. Moi, ce que je crois beaucoup plus, c'est au partenariat. Nous avons des industriels aujourd'hui qui se posent la question, vu leur facture d'énergie, de savoir si on continue à diversifier les gammes ou si on les recentre, ce qu'on appelle le 20-80. Avec 20%, on fait 80% du chiffre d'affaires. On voit bien aujourd'hui que dans l'explication des taux de rupture que vous voyez dans les magasins, c'est beaucoup des industriels qui nous proposent, plutôt que de continuer à partir sur des innovations, de travailler sur des chaînes nouvelles, ils recentrent leur gamme et quitte à avoir une facture énergétique, de travailler sur les produits qui se vendent le plus. Les distributeurs font pareil. Ils ont des marques de distributeurs. Ils se disent, tiens, là, j'avais tenté le bio plus équitable. Là, j'avais tenté le produit au goût italien, au goût mexicain. On revient à plus de simplicité. Oui, sans parler de sobriété, je dirais qu'on recentre les gammes. Et ça explique une partie de la disparition, non pas des produits, mais de certaines marques ou de certaines gammes. D'autres solutions peut-être pour lutter contre la vie chère. Dites-moi si ce sont de bonnes idées. Peut-être les super promotions, le retour de super promotions. Aujourd'hui, c'est encadré par la loi. Bruno Le Maire avait évoqué l'idée cet été, puis il est revenu en arrière. Est-ce que vous dites, oui, ça peut être utile pour le pouvoir d'achat? Oui, ça peut être utile, mais apparemment... On parle de promotion à 50%, voire parfois plus. Vous savez, moi j'ai compris, j'ai de la bouteille. Il n'y a aucun politique qui relaye ça. Donc vous pouvez fermer... Donc on oublie, d'accord. Si on allonge les dates de consommation des produits alimentaires... du coup, on gaspille moins dans vos rayons, on jette moins, et du coup, c'est aussi D'abord, plus rentable. Il faut sortir des stéréotypes. On ne jette plus beaucoup, j'ose pas dire qu'on ne jette plus, mais on ne jette plus beaucoup. Et aujourd'hui, les partenariats avec les banques alimentaires notamment, gérés par des licornes, des startups, des PME qui s'appellent Too Good To Go, qui s'appellent Phoenix, nous permettent de gérer ces dates, d'en faire les promotions avant que la péremption. Je trouve que le système, là, il n'y a pas grand-chose à gratter. Enfin, je me risque à dire ça, mais j'ai l'impression que c'est plutôt bien géré aujourd'hui. Sur les dates de consommation,
Après, c'est de la responsabilité de l'industriel, quoi. C'est facile, quand on est dans la rue, quand on est chez soi, on peut dire, bon, le yaourt, il peut durer un mois. Si c'est vous qui en prenez la responsabilité, c'est une chose. Mais si on se retrouve avec une affaire Lactalis ou avec une affaire vous voyez, c'est un produit, une bactérie, parce qu'on a rallongé d'un mois, je pense qu'il n'y a que l'industriel qui peut prendre cette responsabilité-là. C'est lui qui connaît sa recette. Vous nous dites ce matin, Michel-Édouard Leclerc, on s'engage dans une inflation longue sur la durée. Pour les quelques semaines ou les mois qui viennent, et notamment la fin de l'année, est-ce qu'il y a des produits qui vont manquer dans les rayons, notamment dans la perspective de Noël, des jouets, Non. foie gras? Non, d'abord, peut-être le foie gras. Enfin, le jouet, il faut savoir qu'on l'a acheté il y a un an. Tous les groupes de distribution, que ce soit les enseignes spécialisées, genre Jouet Plus, etc. Leclerc est un très gros opérateur sur le jouet. On les a achetés il y a un mois. On les a achetés avant le. Pas d'inquiétude sur les prix non plus? Non, je pense qu'on n'est pas trop mal. Il y a les derniers arrivés, peut-être avec des coûts de transport, des coûts d'emballage, mais globalement, en gros, on a pris sur nos marges aussi parce qu'on a envie de faire des belles fêtes de Noël. Il y a les foires au vin là, qui ont lieu actuellement, qui est un indicateur intéressant. Alors malheureusement, elles ont eu lieu pendant la période de la crise de période de carburant. Mais enfin, je pense que la foire au vin... Alors, les gens achètent, par exemple, des bouteilles moins chères, moins de champagne, moins de grands crus, d'AOC plus cher pour aller vers les Minervois, vers les Languedoc, vers des Côtes de Provence, etc. Donc on voit bien qu'il y a un déplacement de la consommation et c'est un peu... mais ça montre que ça consomme quand même. Par contre, la nouveauté depuis un mois, c'est la baisse en volume. C'est-à-dire que quand vous regardez les chiffres d'affaires, avec l'inflation, on est en positif. Mais en fait, en volume, là, depuis 3 semaines, un mois... Les caddies sont moins remplis. On est en baisse de volume. Et c'est pour ça que je réitère, je ne suis pas trop entendu, mais je réitère cette crainte qu'une fois passé Noël, on va continuer à faire la fête, il y a le défouloir, il y a un exutoire nécessaire de cette période Covid, de cette période post-Covid. Mais après, je pense qu'à partir de janvier, ça va être le gros trou. Et ça va être le gros trou. Vous nous promettez une gueule de bois janvier 2023. Je ne vous promets pas, je ne veux pas, mais j'anticipe ça. Et d'ailleurs, on met les centres Leclerc en mode combat, parce que c'est là où il faut faire... Pour répondre à votre question, c'est là où il va falloir faire plus d'attractivité, plus de promotion. Mais je pense que la question va être de savoir si les industriels vont pouvoir suivre. Parce que pour le coup, avec des factures énergétiques aussi élevées et sans réponse gouvernementale précise, on est dans une telle incertitude que je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui ne vont pas se mettre à produire, vous voyez, ou qui vont produire beaucoup moins. La facture énergétique, vous êtes un acteur, vous êtes directement concerné par la hausse du prix de l'énergie, notamment dans vos centres Leclerc. Vous avez commencé à avoir cette politique de sobriété, des enseignes lumineuses qui sont allumées moins souvent, plus dans la nuit. Je pourrais vous dire que j'ai l'impression que on est déjà au moins 10%. En fait, j'ai pas de chiffre assez stable parce que comme c'est une problématique nouvelle, on n'a pas de référent l'année dernière sur lequel on pouvait s'appuyer. On ne cherchait pas à faire une analyse de la consommation cumulée de tous nos magasins indépendants. Mais on voit bien aujourd'hui, que ce soit au siège des groupes de distribution, ou dans les entrepôts ou dans les magasins, on le voit, on le constate. Il y a une baisse de la consommation. Puis on a de la chance, on a un automne doux. Pour l'instant clément. Vous voyez, d'un côté, ça sert d'illustration aux problématiques du changement climatique, mais de notre côté, en tant qu'hommes d'action et femmes d'action, ça nous économise de l'électricité pour le moment. Vous avez évoqué la possibilité de fermer ponctuellement des magasins, peut-être à certains moments de la journée, ouverture plus tardive. Ça, c'est de la gestion de crise. Oui. Pour le moment, on est dans la sobriété. On a des scénarios. On a tous les scénarios. Et vous les avez montrés on les a proposés au gouvernement dès le mois d'août. On a une association, tous les distributeurs français. On est dans une association qui s'appelle Périfem. Et c'est l'ancien patron d'Intermarché, Thierry Cotillard, qui en est l'animateur. Mais il y a Carrefour, il y a Casino, il y a des chaînes non alimentaires. Et en fait, on essaye de voir un petit peu les meilleures expériences des uns et des autres. Mais il y a des trucs vraiment bien qui se font, quoi. Et même chez les industriels, on ne se rend pas compte. On voit beaucoup d'emballages, mais... Vous voyez même les armoires de réfrigération, là, je discutais récemment, les glaces, les Häagen-Dazs et tout ça, là, c'est conservé à moins 18%. Et puis tout d'un coup, 18 degrés. Moins 18 degrés, pardon, et c'est un lapsus. Et en fait, pourquoi c'est pas moins 12 et pourquoi c'est moins 18 ? En fait, on s'est aligné sur une recette,
la question dans une boîte comme ça, c'est de se dire, mais au fond, est-ce que ça ne tiendrait pas à -12 ? Ben voilà, ça, c'est des sujets qui arrivent avec des plans de décarbonation. Et ce n'est pas du greenwashing. Quand Evian imagine ne pas transporter toutes ces bouteilles avec des bouteilles plastiques, mais des gros volumes, etc., et qui se pose la question de la réception, l'acceptation par les consommateurs d'une bouteille d'Evian qui n'est pas le même format et qui soit en carafe, ben voilà, je trouve que c'est des discussions très positives. Et moi, aujourd'hui, c'est parce que je suis pessimiste que je suis optimiste. C'est-à-dire que quand on voit la crise arriver, en tant qu'homme d'action, on ne se complaît pas dans sa description, on est dans la recherche de solutions. Michel-Édouard Leclerc, un mot aussi sur le marché de l'emploi. La grande distribution, hein, c'est entre 700 et 800 000 emplois en France. Les sénateurs ont voté cette nuit un projet de loi visant à réformer l'indemnisation du chômage. En clair, et pour aller très vite, eh bien, il sera plus compliqué, hein, quand on est en CDD ou en intérim, d'être indemnisé si on se voit proposer un CDI. Ça va dans le bon sens ? Dans l'idée, oui. Je vous réponds très simplement. Près de 90% des salariés des centres Leclerc sont en CDI, donc je ne défends pas le CDI. Mais vous avez du mal à Non. Mais la nouvelle génération, elle n'est pas dans ces problématiques-là. Nos enfants, en tout cas les miens et leurs copains, ils veulent aller dans plusieurs entreprises et leur problématique, ce n'est pas CDD, CDI. Ce sont des problématiques de sécurité de l'emploi, je comprends très bien. C'est des problématiques de salaire, mais en fait, je trouve l'idée est bonne, c'est de chercher des emplois stables, durables, etc. Et dans nos boîtes, que ce soit chez Leclerc, chez L'Oréal, etc., c'est des CDI qui dominent très, très largement. Maintenant, dans toutes ces nouvelles boîtes qui se créent, qui n'ont pas d'assises encore, il y a beaucoup de créations dans le digital, dans le service de jeunes boîtes. Moi, il faut faire attention de ne pas trop normaliser, parce que les jeunes, ils ont envie de tester plusieurs boîtes. Voilà. Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc, d'avoir accepté la matinale d'LCI.